Bonjour, nous allons ici résoudre un exercice qui consiste à étudier l'effet de l'aquaplaning sur le freinage d'une voiture. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'aquaplaning, c'est quand vous êtes en voiture ou à vélo et que vous freinez d'un coup, sauf que la route est mouillée, il y a une fine couche, enfin une fine ou une grosse couche d'eau. Du coup, lorsque vous freinez d'un coup, ce freinage d'urgence va se solder par une glissade, un glissement à cause de la couche d'eau qui va empêcher le pneu de garder contact avec la route et donc d'avoir un fort freinage. Donc en fait, quand il y a de l'aquaplaning, en fait, vous ne maîtrisez plus rien parce que vous glissez. Donc malheureusement, quoi que vous fassiez, vous êtes en glissade. Et donc c'est extrêmement dangereux parce que si par exemple vous freinez d'un coup et vous faites de l'aquaplaning alors qu'il y a un piéton qui traverse devant vous, ça peut se finir très très mal. Alors, donc ici, on a une voiture qui roule initialement à une vitesse de 72 km/h. Donc ça, c'est pour que la vitesse en mètres par seconde soit simple. Cette voiture pèse 1 tonne avec le conducteur. Et lorsque cette voiture freine et est en aquaplaning, il y a deux forces de freinage. Il y a la force de freinage due au frottement avec l'air qui existe tout le temps. Et puis une force de freinage qui malgré tout existe, qui correspond donc à la force de frottement, donc lors du glissement, lors de la glissade. Et donc cette force de frottement, on va la décrire, mais donc elle est liée à la masse de l'objet, donc ici de la voiture. Alors on va commencer par faire un schéma de la situation et puis prendre un repère pour mathématiser tout ça. Donc, comme d'habitude, on fait un schéma surtout pas à l'instant initial. Donc, voilà la route. Donc, imagine qu'il y a de l'eau dessus. Bon, okay. On a la voiture à un instant quelconque. Hop. Donc, elle est très aérodynamique. Donc, cette voiture est en train de glisser. On va s'intéresser évidemment au mouvement de son centre de gravité ou centre d'inertie. On va supposer qu'à l'instant initial, par exemple, la voiture était ici. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'instant initial? Eh bien, c'est l'instant où on commence à freiner et donc où l'aquaplaning commence à apparaître. Voilà. Et donc l'objectif final de l'exercice, c'est de déterminer la distance d'arrêt malgré l'aquaplaning ou avec l'aquaplaning. Alors, maintenant il reste à prendre un repère. Donc évidemment, on va prendre un vecteur unitaire. Ce vecteur unitaire, on va le prendre logiquement horizontal vers la droite. On va l'appeler par exemple EX. Voilà. Et on va prendre l'origine du repère à l'endroit où la voiture commence à glisser, donc là où le centre de gravité est là où la voiture commence à glisser. Donc ça permettra de simplifier peut-être les constantes qui apparaissent dans les équations. Donc voilà la situation. Alors, donc on nous demande d'abord de déterminer les dimensions fondamentales et les unités de K et mu, sachant que K est le coefficient de frottement avec l'air et mu est un coefficient de frottement avec la route détrempée. Donc c'est très simple. On utilise donc les relations qui définissent ces deux grandeurs physiques. Donc d'abord on a que la force de frottement avec l'air c'est moins kV. Donc la dimension de la force c'est la dimension de K fois la dimension de la vitesse. Une force est une masse fois une longueur sur un temps au carré. Une vitesse c'est une longueur sur un temps. Voilà, on simplifie. Et donc on en déduit que la dimension de K, c'est une masse sur un temps. Donc K sera en kilogrammes par seconde dans le système international.
Alors ensuite mu, donc on sait que la force de frottement avec le sol est de la forme moins mu s, alors non pas mu s, mu pardon tout court, mg fois un vecteur unitaire ici. Donc cette force de frottement, on la reverra en deuxième année. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est les dimensions. Donc on fait une analyse dimensionnelle. Donc la dimension de f, c'est égal à la dimension de mu fois la dimension donc de m, qui est une masse, on l'écrit directement. Pour la dimension de g, c'est le champ de pesanteur, mais c'est également une accélération. Quand on est en chute libre, g égale a. Donc la dimension de g, puisque c'est une accélération, c'est une longueur sur un temps au carré. Et la dimension de et, c'est un vecteur unitaire sans dimension, donc c'est 1. Donc on en déduit que à gauche, on a une masse fois une longueur sur un temps au carré, c'est égal à la dimension de mu fois une masse fois une longueur divisé par un temps au carré. Et donc, on voit que la dimension de mu, c'est 1, donc mu est sans dimension. Donc en fait, mu, c'est un nombre, donc il n'y a pas besoin, a priori, d'unité pour exprimer mu. Par exemple, mu, ça va être 0,1, 0,2, etc. Alors ensuite... Alors donc on vous demande de déterminer l'équation différentielle que vérifie la vitesse de la voiture. Donc ici, pour déterminer la vitesse, connaissant les forces, en tout cas les expressions des forces, il va falloir utiliser donc le premier outil de la mécanique qui est le PFD ou seconde loi de Newton. Donc pour ça, on va faire la méthode bien rigoureuse. Donc on commence par définir le système. C'est la voiture qui glisse. Le référentiel, ici évidemment, c'est le référentiel terrestre qu'on va considérer galiléen. Ensuite, les interactions. Donc la voiture est en interaction à distance avec la Terre, donc c'est une interaction gravitationnelle. Et donc la voiture est soumise à son poids évidemment. Ensuite, en force de contact. Donc la voiture est en contact avec l'air. On néglige Archimède évidemment. Et avec l'air, donc il y a la force de frottement. F égale moins kV. Ensuite, la voiture est en contact avec le sol détrempé. Il y a une force de frottement. Donc on l'a déjà écrite. Et il y a également une réaction qui va permettre à la voiture de ne pas tomber dans le sol, puisque le poids a tendance à pousser la voiture vers le bas, donc il faut forcément une force qui contre ça. Et donc c'est la réaction du sol qu'on ne va pas développer plus que ça, parce que c'est une force qui est verticale, donc qui va compenser le poids. Alors donc, on va pouvoir maintenant appliquer le PFD. Donc somme des forces appliquées au système est égale à la masse du système fois l'accélération du centre de gravité du système. Donc P plus FA plus Fs plus R est égal à MA. Et puis, on ne va projeter que sur la direction d'intérêt de ce problème, qui est donc la direction horizontale, qui est caractérisée par le vecteur unitaire EX. Donc on projette sur EX. À ce moment-là, le poids, vu qu'il est vertical vers le bas, n'a pas de composante selon EX. Alors ensuite, c'est là que est quasiment la seule difficulté de l'exercice, c'est donc bien trouver les composantes des différentes forces. Alors pour ça, je vous propose qu'on écrive les expressions des forces. C'est beaucoup plus simple. Donc avant de projeter, on écrit les expressions des forces telles qu'on les connaît. Ok. Donc là, ça ne change rien. G est vertical, donc sa composante vaut 0. Maintenant, la force de frottement avec l'air, elle s'écrit moins kV. Donc quand on projette cette force de frottement selon la direction et le sens de EX, eh bien on a ici moins K qui multiplie V. Donc moins K, c'est un scalaire. Donc là, il n'y a rien à faire au niveau de la projection, c'est juste un nombre. Et donc il va falloir projeter la vitesse.
Et vu que la vitesse est une inconnue, eh bien on ne va pas essayer d'anticiper trop en essayant de se dire bah, la vitesse elle va vers la droite, elle va vers la gauche, tout ça. La vitesse on la cherche. Donc c'est un vecteur qui est inconnu. Donc par définition, ce qu'on appelle la projection sur EX du vecteur vitesse, eh bien, c'est sa composante Vx. Et ça sera à la fin, quand on trouvera cette composante, eh bien, que ça nous permettra de déterminer la force de frottement à n'importe quel instant. Donc en tout cas, ici, pour ce qui est de la projection, eh bien, je vais simplement écrire moins k fois Vx. Vous voyez, j'ai même pas indiqué sur le schéma la force de frottement. Pourquoi? Parce que un des pièges ici, c'est d'essayer de trop anticiper le sens de la force. Et dans certains exercices, si on anticipe trop, eh bien on va se tromper parce qu'en fait, on va prendre en compte 2 fois le fait que la force, par exemple, va en sens inverse du sens défini par le repère. Donc, je préfère qu'on fasse comme ça, qu'on fasse vraiment la manière rigoureuse, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper, même dans des situations qui peuvent prêter à confusion. Alors ensuite, donc ce vecteur-là, pareil, il va falloir le projeter. Donc moins mu mg, même chose, c'est un scalaire, donc il n'y a pas de projection, c'est juste un nombre. Donc il faut projeter ici le vecteur ET. Mais ET, c'est donné dans l'énoncé, c'est par définition le vecteur unitaire qui est dans la direction et le sens du déplacement. Donc en fait ici ET, bah, logiquement, c'est EX. Donc quand on cherche à projeter sur X un vecteur qui s'exprime comme étant quelque chose fois EX, eh bien la projection, c'est juste la partie qui est avant EX, c'est la composante. Et donc n'importe quel vecteur, si je l'appelle U par exemple, ça va s'écrire UX, EX si ce vecteur est uniquement horizontal. Donc la composante, c'est uniquement ce qui est devant, entre guillemets, le vecteur EX. Du coup, quand je projette moins mu mg et sur X, eh bien ça va uniquement me donner ce qui est devant, donc moins mu mg. Donc là aussi, je ne m'embête pas à essayer d'anticiper le sens, tout est automatique. Et puis enfin, donc la réaction du support, on a dit elle est verticale, donc quand on projette selon x, ça vaut 0. Et puis de l'autre côté, donc égal à ma, donc ça aussi c'est un vecteur qui est inconnu, donc comme pour la vitesse, je ne me prends pas la tête, par définition, la projection sur x, eh bien c'est la composante ax qui est inconnue. Donc on a cette équation, mais on a 2 inconnus, on a Vx et on a Ax. Le reste, ce ne sont que des paramètres du problème. Donc pour résoudre ça, on a besoin d'avoir une équation à une seule inconnue, donc il nous faut la relation entre les 2 inconnus. Et évidemment, on l'a déjà utilisé plein de fois, Ax, c'est la dérivée temporelle de Vx. Donc en fait, on se retrouve avec une équation différentielle, on fait passer moins kVx de l'autre côté, on divise par m, et on obtient d de Vx sur dt plus k sur m Vx est égal à moins mu g, puisqu'on a divisé par m. Donc voilà l'équation différentielle. Ensuite, on vous propose de poser un temps caractéristique, tau, et donc par analyse dimensionnelle, le premier terme est une vitesse sur un temps, donc le deuxième terme doit être aussi une vitesse sur un temps, donc il faut forcément que k sur m soit l'inverse d'un temps. Donc on va poser que m sur k, eh bien c'est égal à tau. Et à ce moment-là, on peut réécrire l'équadif sous la forme la dérivée première de la vitesse selon x plus Vx sur tau est égal à moins mu mg. Voilà, donc cette équation différentielle, elle est assez simple à résoudre, on l'a déjà fait plein de fois. Donc c'est une équation différentielle du premier ordre avec second membre constant. Donc on va poser que la solution est de la forme... je regarde juste... Voilà, donc question 3, il faut résoudre cette équation différentielle pour avoir la vitesse. Donc on pose, je vais vite parce qu'on l'a déjà fait plein de fois, donc Vx de t est égal à a exponentielle rt, vu qu'il y a une constante à droite, plus une constante. On injecte dans l'équation différentielle, ça donne r fois a exponentielle rt plus 1 sur tau fois a exponentielle rt plus h est égal à moins mu g. On factorise, ça nous fait r plus 1 sur tau facteur de a exponentielle rt plus h sur tau est égal à moins mu g. Ensuite, on identifie. Donc à gauche, il y a un terme temporel, il n'y en a pas à droite, donc il faut que ce terme temporel soit nul. Et pour qu'il soit nul, il faut que ce soit la parenthèse qui soit nulle. Donc r plus 1 sur tau doit être égal à 0. Et enfin, les deux constantes doivent être les mêmes pour que ce soit égal. Donc on en déduit que la constante, c'est égal à moins mu g fois tau, et que r est égal à moins 1 sur tau. Donc on en déduit comme ça l'expression générale de Vx, donc ça va être a exponentielle moins t sur tau,
moins mu g fois taux. Donc il reste à trouver la constante a. Donc pour ça, on utilise la condition initiale. Vx à t égale à 0, c'est V0, c'est 72 km/h, mais on reste en littéral. Donc ça, c'est la condition initiale donnée par l'énoncé. Donc si on applique l'expression de Vx qu'on a trouvée, ça fait a exponentielle 0, donc a fois 1, moins mu g taux. Donc on déduit que a est égal à V0 plus mu g taux. Et donc, la solution de ce problème pour la vitesse, ça va être V0 plus mu g taux exponentielle moins t sur taux moins mu g taux. Alors, on va faire une petite analyse dimensionnelle pour être sûr que c'est bon. Donc à gauche, on a une vitesse, donc il faut qu'à droite, tous les termes soient des vitesses. Donc l'exponentielle est sans dimension, donc la dimension de ce premier terme, ça va être la dimension de la parenthèse. Donc dans la parenthèse, GV0 qui est bien une vitesse, c'est bon. Et le deuxième terme, eh bien, c'est mu qui n'a pas de dimension, on l'a montré dans la question 1, g qui est une accélération, et lorsque je multiplie g par un temps, eh bien, ça devient une vitesse. Donc j'ai bien vitesse plus vitesse fois quelque chose sans dimension, donc tout ça c'est bien une vitesse. Ensuite, deuxième terme, même chose, pardon, c'est mu g taux, donc là aussi c'est une vitesse, donc on est bon en termes de dimension. Alors, on va ensuite tracer le graphe approximatif. Donc Vx en fonction du temps. Donc à t égale à 0, la vitesse horizontale c'est V0. Et ensuite, quand t devient très très grand devant taux, donc ce terme-là devient nul, et on a théoriquement une vitesse qui devient négative. Donc on a une asymptote négative qui vaut moins mu g taux. Sauf que, physiquement, une fois que la voiture n'a plus de vitesse, il n'y a plus de glissement, donc il n'y aura plus de force de frottement avec le sol détrempé. Donc il faut faire attention quand on fait le graphe, de faire quand même quelque chose de physiquement possible, c'est-à-dire que je ne vais pas tracer, ou je peux le tracer mais en pointillé, les vitesses négatives, parce que physiquement elles ne vont pas exister. Lorsque la voiture freine, elle ne va pas se mettre à aller en arrière. Pour aller en arrière, il faut utiliser le moteur et faire une marche arrière. Donc, ici, on va avoir quelque chose qui va ressembler à une exponentielle décroissante avec une asymptote, mais qui ne va pas exister. Et donc, on se rend compte que, eh bien, il va y avoir un temps ici très important, qui va être le temps nécessaire pour que la voiture s'arrête. Alors, voilà, donc, pour ça, pour connaître ce temps, donc on va d'abord exprimer la distance parcourue en fonction du temps. Avec le repère qu'on a utilisé, eh bien, vu qu'on a pris l'origine du repère au moment où la voiture commence à freiner, eh bien, x ici, eh bien, ça correspond à la distance parcourue à partir du début du freinage. Donc on va négliger la taille de la voiture. Hein. Donc on va considérer que x c'est la distance de freinage. Donc en fait, chercher la distance de freinage, enfin la distance parcourue en fonction du temps, c'est la même chose que chercher x en fonction du temps. Donc évidemment, pour ça, on va utiliser la relation entre x et vx, puisqu'on connaît maintenant vx. Donc on sait que vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Donc x va être la primitive de vx. Alors ici, donc faire la primitive de cette fonction, ça a l'air compliqué, mais en fait ça l'est pas. On a une constante ici, on a une exponentielle ici, donc on sait faire ça depuis longtemps. Donc x de t, eh bien ça va être égal à... Donc ce terme-là, c'est une constante, donc on n'y touche pas. Ensuite, quand on primitive l'exponentielle, ça va faire sortir 1 sur l'argument, enfin, sur le coefficient ici de l'argument. Donc ça va faire moins 1 sur 1 sur taux, puisque l'argument ici, c'est moins 1 sur taux. Donc quand on primitive, il faut faire 1 sur le coefficient. J'ai dit l'argument, c'est le coefficient. Donc quand vous avez exponentielle at, si vous primitivez exponentielle at, eh bien ça fait 1 sur a exponentielle at plus une constante. Donc ici, vu que le coefficient c'est moins 1 sur taux, eh bien il faut faire 1 sur moins 1 sur taux. Donc ça revient à multiplier par moins taux. Donc ça va faire moins taux fois V0 plus mu g taux, exponentielle moins t sur taux. Ensuite ça c'est une constante, donc quand on primitive, ça fait juste la constante fois le temps. Et attention, ne pas oublier, quand vous faites une primitive, rajouter une constante. Donc une constante qu'on va déterminer en utilisant les conditions initiales.
Donc on sait que x à t égale à 0 avec le repère qu'on a utilisé, eh bien c'est 0. Donc quand je fais t égale à 0 dans cette expression, donc ce terme-là s'en va, l'exponentielle vaut 1, donc ça fait moins taux v0 plus mu g taux plus c. Et donc on en déduit que c est égal à taux fois v0 plus mu g taux. Voilà, donc je vais pouvoir mettre ça en facteur, puisque j'ai ça et c qui est la même chose. Donc dans ma solution physique, eh bien, je peux mettre tout ce terme-là en facteur. Donc facteur de quoi? Eh bien de 1 ici, puisque j'ai mis tout ça en facteur, moins l'exponentielle. Et attention à ne pas oublier ce terme-là. Alors, même chose que d'habitude, on vérifie vite fait les dimensions. J'ai une accélération, donc si je multiplie par un temps au carré, ça devient bien une longueur, mu c'est 100 dimensions. Et ici, on a dit que cette parenthèse était une vitesse, donc si je multiplie par taux, j'ai une longueur, et ça, c'est 100 dimensions. Donc j'ai bien x de t qui est une longueur. Donc tout va bien. Hop, oula, pardon. Alors, allez, on finit. Donc maintenant qu'on connaît x de t, eh bien on va évidemment chercher la distance d'arrêt. Donc pour ça, on va commencer par chercher le temps nécessaire pour que ça s'arrête. Donc on va chercher tf. Et pour trouver tf, eh bien, il suffit de chercher l'instant tel que eh bien, la vitesse à l'instant tf est nulle. Donc on repart de l'expression de la vitesse. Donc il faut que ça soit égal à 0. Donc il faut que v0 plus mu g taux exponentielle moins tf, du coup c'est plus n'importe quel temps, c'est tf, sur taux moins mu g taux soit égal à 0. Ce qui fait exponentielle moins tf sur taux est égal à mu g taux sur v0 plus mu g taux. Et donc ça nous fait eh bien, t. Donc on prend le logarithme. Et ensuite, donc on multiplie par moins taux. Donc ça fait moins taux logarithme de mu g taux sur v0 plus mu g taux. Voilà, vous pouvez garder ça comme ça. Ou sinon, vous pouvez utiliser que moins logarithme de a, c'est logarithme de 1 sur a. Bon, c'était pas obligatoire. Du coup, ça fait logarithme de ça sur ça. Donc ça fait logarithme de 1 plus v0 plus mu g taux. Et ça, pardon, c'est tf. Hop. Voilà, donc ça c'est g fois taux, c'est une vitesse, fois mu, c'est 100 dimensions, donc c'est une vitesse. Donc là, on a bien quelque chose 100 dimensions dans le logarithme, c'est bon. Et multiplié par un temps, ça donne bien un temps. Voilà, et ensuite, ben, il ne reste plus qu'à déterminer la distance d'arrêt. Donc pour ça, la distance d'arrêt, c'est x lorsque le temps t est égal au temps final. Donc vous remplacez tf dans l'expression de x, qui est ici. Alors, ça a l'air monstrueux. En fait, ça n'allait pas tant que ça, parce que, regardez, si je remplace tf, en fait, cette exponentielle sera exponentielle moins tf sur taux. Donc en fait, on aura ça. Donc, ça fait... alors... Bon, c'est pas très intéressant en vidéo, mais bon. 0 plus mu g taux fois... Donc 1 moins exponentielle, blablabla. Donc ça, l'exponentielle, c'est mu g taux sur v0 plus mu g taux. Voilà. Moins mu g taux t, f. Donc tf, c'est ça. Donc fois taux ln de 1 plus v0 sur mu g taux. Alors du coup, pas de carré, enfin le carré il est là. Voilà, je vais essayer de simplifier un petit peu. Donc ça, je le retrouve ici. Donc on se retrouve avec... Alors je vais un peu vite, hein, mais prenez votre temps pour le faire. Donc je mets le même dénominateur, et du coup ça va se simplifier avec ça. Donc ça fait taux fois v0 plus mu g taux moins mu g taux. Donc ça fait tout simplement ici taux v0. Et à droite,
moins mu g taux carré ln de 1 plus v0 sur mu g taux. Voilà la distance d'arrêt, et si vous faites l'application numérique, donc attention de bien mettre v0 en mètres par seconde, et bien normalement vous trouvez une distance d'arrêt de 90 mètres. Donc on voit que c'est extrêmement dangereux, puisqu'une voiture qui roule finalement pas si vite que ça, 72 km/h, eh bien va mettre ici 90 mètres pour s'arrêter.